Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Alors aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont regroupés ici au musée parce qu'on est ici pour souligner le Jour de la Terre. À chaque année, on souligne cette journée-là le 22 avril. Nous, cette année, on a décidé de le souligner la fin de semaine pour rejoindre le plus de gens possible. Alors, il y a toutes sortes d'activités qui sont prévues durant toute la journée. Alors, je vous invite à me suivre pour voir ces belles activités-là qu'on a organisées pour les gens de la population de Thetford Mines et des alentours aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Donc, merci d'être tous ici pour souligner la Journée de la Terre. Donc, la Journée de la Terre, c'était jeudi dernier, mais cette activité est organisée par le musée un samedi pour que ce soit plus facile à tout le monde de pouvoir se déplacer. Donc, elle est organisée à l'aide du député Christian Paradis de Vélo Centre-Ville, du CAPS qui est représenté ici, et de TEDA Weberlux. Donc, juste pour vous situer un petit peu l'historique du Jour de la Terre, donc le premier jour de la Terre, il fut célébré le 22 avril 1970. Donc, cette année, on fête les 40 ans du Jour de la Terre. Donc, c'était aux États-Unis. C'était un mouvement de protestation environnementale qui a permis l'insertion des problématiques environnementales à l'agenda national américain. Donc en 90, le Jour de la Terre est devenu un événement planétaire et depuis 95, il est célébré au Québec. Donc c'est un événement qui est devenu au fil des ans l'événement participatif environnemental le plus important de la planète. Donc pour aujourd'hui, nous allons souligner le Jour de la Terre, non pas le Jour de la Terre le 22 avril, mais le 24, parce que c'est tous les jours la Journée de la Terre. Donc on devrait fêter la Terre tous les jours, par exemple, en vous incitant à ne plus prendre votre voiture tous les jours pour des trajets courts, comme par exemple pour aller jusqu'au centre-ville depuis le musée. Donc c'est simplement 2,6 km que nous allons faire en marchant. Donc pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas si loin le centre-ville à partir d'ici. Donc c'est possible de faire des petits trajets à pied. Et ça vous laissera le temps de voir, regarder la Terre, d'entendre les sons différemment. Depuis l'extérieur d'une voiture, on entend aussi la Terre vivre. On reconnaît deux types de haldes bien différents, mais je dirais même 3 types de haldes. Vous voyez les haldes juste derrière nous ici, c'est des haldes qui sont planes et on voit que la végétation repousse dessus. Il y a des arbres qui poussent, le matériel est beaucoup plus gros aussi, on voit des gros rochers, tout ça. Alors qu'on voit au loin là-bas des haldes à pic qui sont grisantes et on voit que le matériel est beaucoup plus petit. OK? En fait, cela vient de la façon dont on fabrique ces haldes minières-là. Évidemment, les haldes minières, c'est les résultats de l'exploitation minière. Donc, la première chose qu'on fait quand on exploite une mine, c'est qu'on doit enlever le mort-terrain. Mort-terrain, c'est-à-dire tout le sol qui, paradoxalement, est vivant. C'est du sol organique, c'est du sol où il y a des insectes, il pousse des choses. Mais on appelle ça le mort-terrain au niveau minier parce qu'il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de minerais à l'intérieur de ce terrain-là. Donc, on doit l'enlever. Et souvent, ce matériel-là est transporté par camion et va venir être déversé à l'extérieur de l'exploitation minière. Donc, évidemment, ça donne des halles minières avec des gros rochers. Et comme il y a déjà des arbres, du gazon à l'intérieur, bien, ça va repousser. Une fois qu'on est arrivé au minerai, à ce moment-là, on va concasser la roche par différents procédés et on va retirer le chrysotile qui est à l'intérieur, parce que dans la région ici, c'est ça qu'on exploite, l'amiante chrysotile. Donc, une fois qu'on a retiré le chrysotile, il nous reste de la poudre de roche qu'on va transporter souvent par convoyeur ou transporteur à bande. C'est des espèces de tapis roulants sur lesquels on met le résidu minier. Et là, ça va grimper le long d'une halde et ça va venir se déverser à l'autre bout. Donc, c'est pour ça que ces haldes-là sont davantage en forme de pic, si on veut, des haldes verticales qu'on appelle. Et celle-ci, comme c'est de la roche broyée, bien, il n'y a aucune matière organique à l'intérieur, donc la végétation ne reprend pas, à moins de prendre des procédés spéciaux dont on va parler un petit peu plus loin. Et ça fait des haldes à pic, là, évidemment, à cause de la façon dont elles sont fabriquées. Ça peut arriver, par contre, comme c'est le cas là, des haldes qu'il y a juste devant nous ici, c'est du résidu minier, mais elles sont planes quand même parce que c'était des résidus de mine, de la mine Bell qui est transportée au départ par train et ensuite par camion. Donc la mine Bell n'a jamais utilisé de convoyeur à bande. C'est pour ça qu'elles sont des haldes de résidus, mais planes. Alors, les haldes qu'on voit ici, c'est la mine Bell. Également, celle-ci, c'est la mine Bell. Entre les deux, au loin là-bas, celle que l'on voit, c'est la mine King Beaver. Et au fond là-bas, les deux haldes à pic que l'on voit, c'est la BC1.
Donc, ce sont toutes des mines qui sont fermées actuellement. Alors, on est vis-à-vis la voie ferrée ici. Au départ, la voie ferrée, en fait, elle est arrivée dans la région ici avant même qu'on découvre l'amiante. Parce qu'avant la découverte de l'amiante, ici, la région était déjà peuplée, pas autant que durant l'exploitation minière, évidemment, mais au départ, il y avait beaucoup de bois ici. Fait que la région était déjà bien connue pour son bois, donc on vendait déjà son bois à l'extérieur. Il y avait un monsieur King, probablement parent avec celui qui a fait la mine King plus tard, mais ce monsieur-là, c'était un riche propriétaire, puis il avait acheté des lots à bois dans la région ici. Puis en plus, il faisait partie du conseil d'administration du Québec central à cette époque-là. Oui, sur le Québec Central Railway, avec un superbe accent anglais. Donc, ce monsieur-là a évidemment négocié pour que la voie ferrée passe sur ses terres à bois. C'était très avantageux pour lui, ça augmentait la valeur de ses terres. Puis en plus, il pouvait embarquer le bois directement sur les trains pour les envoyer à destination, soit des États-Unis, de Montréal ou de Québec vers le port. Alors, c'était avantageux. Donc ça, le train... Déjà en 1850, en fait, au niveau du Canada, on avait déjà des chemins de fer là, qui reliaient les États-Unis à l'Estrie, la région de Québec, tout ça. Mais dans la région ici, c'est en 1878 que la gare a été bâtie. Donc, la station des Arts, c'était la première gare. Mais le réseau en tant que tel, c'est en 1879 qu'il est arrivé ici. Donc, on a eu la gare avant d'avoir le train. Et puis, ça donne que c'est dans ces années-là qu'on a découvert l'amiante. Donc, on a pu se servir tout de suite des chemins de fer pour exporter tout de suite l'amiante, encore une fois, vers les États-Unis, vers Québec, tout ça. Donc, c'était avantageux. Il y a une petite chose, par exemple, qui est intéressant de mentionner, c'est que la fibre de bois causait un problème avec l'exploitation de l'amiante. Est-ce que vous savez ce que c'est, selon vous? C'est qu'il pouvait y avoir de la contamination. Parce qu'une fibre de bois ressemble beaucoup à une fibre d'amiante. Donc, si ça se mélangeait, ça contaminait la fibre d'amiante. Parce que le bois, bon, se décompose, ça brûle comparativement à la fibre d'amiante qui ne brûle pas, qui ne se décompose pas. Alors, on devait changer les rails de bois pour des rails d'acier pour éviter justement une telle contamination. Alors, je vais vérifier s'il y a pas... Ah oui, juste avant que le train arrive, parce que dans le fond, le train est arrivé pas mal en même temps qu'on a découvert l'amiante. Donc, il y a eu quelques années où on ne pouvait pas utiliser le train, vraiment dans les tout débuts, pour exporter l'amiante. Donc, à ce moment-là, les travailleurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remplissaient des petits sacs, ils mettaient ça sur leur dos, ils allaient porter ça sur des caravanes à chevaux, puis ils partaient avec ça. Donc, ça devait être assez difficile dans les débuts, là, vers les années 1877, là, vraiment, juste avant que le train arrive. Et puis, une autre anecdote par rapport à la région ici, c'est que le secteur de Thetford Mines, qu'on appelle Robertson, vient de M. J.G. Robertson. Il était président de la compagnie Québec central. Donc, on porte un peu... on est témoin un peu de ce pan de cette histoire-là avec la municipalité de Thetford. Les haldes minières, surtout celles qui sont composées de résidus miniers, composent un certain risque parce que quand il y a de l'érosion qui embarque, l'érosion, c'est-à-dire le transport des matières fines là, par le vent, la pluie, les glaces, tout ça, bien, justement, quand la pluie elle tombe comme ça, l'érosion embarque, fait que tout les résidus miniers se font transporter puis vont directement dans les rivières. Il y a d'ailleurs la rivière Bécancour qui passe pas très loin en bas ici. Donc ça peut amener un problème par l'acidification des cours d'eau, parce que tout le résidu minier, c'est du minéral. Donc, c'est toutes des choses qui sont très acides. Donc, il faut idéalement empêcher ce phénomène-là. C'est sûr que naturellement, la halde minière va se durcir. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une couche de 6 mm partout sur les algues qui sont cimentées de façon naturelle. Donc, ça devient presque perméable, donc ça empêche la pluie de pénétrer à l'intérieur, mais ça fait quand même du ruissellement, ce qui transporte des résidus dans les ruisseaux. Ce qui fait que pour contrer ce phénomène-là, on tente la revégétation ou revégétalisation. Permettez-moi de vérifier. Donc, c'est la revégétalisation des haldes. Puis en plus, ça les rend plus belles aussi, hein, parce que certaines personnes qui arrivent de l'extérieur trouvent ça laid de voir les haldes minières. Pour ce qui est des personnes de la région, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, les opinions changent. Mais enfin, l'idée, c'est de les rendre plus vertes pour les rendre plus belles et pour éviter le ruissellement là, de l'érosion. Donc, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées jusqu'à présent
sur différentes haldes dans la région. Il y a 3 procédés qui existent. Donc, premier procédé, c'est tout simplement de mettre une couche de terre, puis ensuite d'ensemencer. Ça fonctionne jusqu'à un certain degré, sauf que si, admettons, il y a un gros orage ou quelque chose comme ça lessive la terre, donc la portée est peut-être à court terme. Le deuxième procédé qui existe, c'est de mettre une couche de terre, encore une fois, sauf que là, on va mettre... Pour ensemencer, on va mélanger les graines avec de l'eau et du papier. Probablement que ça fait tenir davantage la terre. Permettez-moi de vous lire exactement ce qu'ils disent là, pour être certaine que j'invente pas n'importe quoi. Donc, là, ils disent étendre la terre végétale et ensemencer avec un procédé d'hydro-ensemencement. On dirige des jets de liquide contenant de la fibre de papier et des graines dans beaucoup d'eau. Donc, probablement que ça fait tenir la terre beaucoup mieux. Là. Il n'y a pas nécessairement plus d'explications que ça, mais j'imagine que ça fait tenir bien la terre. Et les haldes entre Black Lake et Saint-Ferdinand ont été ensemencées de cette façon-là, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Et finalement, le dernier procédé, c'est un procédé expérimental qui a été mis au point par le Centre de technologie minérale du Cégep. Donc, on utilise les boues d'épuration pour étendre sur les haldes minières. Donc, ça apporte à la matière, tu sais, les résidus minier, c'est une matière morte. Donc, en mettant des bouts d'épuration, on vient ajouter de l'organique, un peu comme je parlais tout à l'heure. Donc, ça aide les plantes à bien s'ancrer. Donc, on va mettre dans les bouts d'épuration des graines qui résistent bien à la sécheresse, comme entre autres les plantes qu'on fait pousser dans l'Ouest canadien. Donc, dans les plaines, c'est un endroit qui est très, très sec, très chaud aussi. Donc, c'est des graines adaptées à ces conditions-là qu'on va planter ici pour aider à faire pousser. Donc, si vous voulez voir de quoi ça ressemble, c'est les haldes du boulevard Pionze, quelques-unes derrière cette Lacouille qui ont été ensemencées par ces bouts. Donc, toutes les haldes qu'on va voir en s'en allant vers là-bas, c'est des haldes qui ont été expérimentées de cette façon-là. On est dans le parc commémoratif de la rue Smith. Alors, c'est impossible d'être ici sans parler des grands déménagements de la ville de Thetford. Au départ, bon, je disais tout à l'heure, quand les gens sont arrivés ici, la région était exploitée pour son bois, mais après ça, on a découvert l'amiante. Puis là, il s'est mis à développer un petit peu partout toutes sortes de compagnies minières qui faisaient des exploitations. Mais il n'y avait pas de législation à cette époque-là sur comment les propriétaires miniers pouvaient posséder les droits miniers avec les propriétaires. Tu sais, il n'y avait pas de législation, ce qui fait que les propriétaires ont vraiment tout acheté les terrains ainsi que le sous-sol. Donc, il y avait les droits miniers pour le sous-sol. Et les mineurs qui venaient travailler pour eux se construisaient des maisons sur les terrains de la ville et ça fonctionnait sous forme de baux amphithéotiques. Ça, ce que ça veut dire, c'est... un bail comme ça veut dire que si la mine décide qu'il faut qu'elle aille creuser en dessous de la maison, bien, elle va aller creuser en dessous de la maison, il faut qu'elle débarrasse. Donc, c'est comme ça, très simplement expliqué, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne, un bail amphithéotique. Donc, au fur et à mesure que l'exploitation minière grandit, les trous, les puits d'exploitation en tant que tels deviennent de plus en plus grands. Les halles minières qui sont à côté deviennent de plus en plus envahissantes aussi. Il y a un risque à cause des dynamitages, donc il y a toujours des morceaux de roche qui revolent, comme on dit, donc c'est dangereux pour les maisons, les gens qui restent pas loin. Et en plus de ça, il y a toujours, pour les exploitations souterraines, il y a un risque d'affaissement. Donc les maisons qui sont par-dessus la mine peuvent... le sol, en fait, peut s'effondrer, peut s'affaisser, donc c'est dangereux pour les maisons. Donc, à cause de toutes ces raisons-là, les propriétaires miniers, avec l'aide du gouvernement, décident de déplacer une partie de la ville de Thetford. Donc, ça s'est fait en 2 étapes. Le premier déménagement a été fait en 1955. C'est une partie du quartier Saint-Maurice qui est derrière ici, qui a été déménagée. 100 maisons ont été déménagées à cette époque-là. Donc, ça a commencé en 55, mais ça a duré jusqu'en 63 à peu près. Donc, il y a une compagnie qui a été formée exprès pour ça. Donc, pendant ce temps-là, ils ont déménagé 100 maisons. Ça a coûté quelque chose comme 6 millions de dollars, là, qui était quand même une fortune à cette époque-là. Ça prenait
4 à 5 jours juste pour préparer la maison à son déménagement. Il fallait monter la maison, la décoller de son solage coin par coin. On la levait d'à peu près 20 pouces, 15 à 20 pouces. Ensuite de ça, on glissait des poutres de bois en dessous, puis on perçait même le solage pour aller placer des poutres d'acier pour nous permettre de glisser la maison sur une remorque qui était tirée par un camion. Puis ensuite, on transportait la maison vers le nouveau site. Donc, le nouveau quartier Saint-Maurice est situé en arrière du musée. Donc, pour parcourir la distance que nous, on vient de faire à pied, ça pouvait prendre 4 à 5 jours, dépendamment des obstacles qui étaient rencontrés. Ça pouvait dépendre de la grosseur de la maison, ça dépendait du nombre de fils électriques qu'il fallait déplacer. Des fois aussi, il fallait tourner un coin, puis la maison était trop grosse, ça passait pas entre la maison qu'il y avait là et l'autre. Donc là, il y avait plein de petits problèmes comme ça qui se présentaient. Donc, ça prenait un certain temps, là, des fois, pour aller déposer la maison à son nouvel emplacement. La compagnie minière, par exemple, se chargeait de tout. Elle payait le déménagement, elle donnait un nouveau lot au propriétaire, puis en plus, il recevait un déménagement. Fait qu'en gros, les gens étaient contents de changer de place parce que leur niveau de vie augmentait. C'est juste qu'ils perdaient leur référence. Hein? Tous les gros bâtiments ne pouvaient pas être déménagés. L'école, l'église ont été obligés d'être détruits parce que ça ne pouvait pas être déménagé. Donc, les gens perdaient leur référence, leurs racines, si on veut. Fait que ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Donc, on a resté un petit bout de temps comme ça. Il y a eu une deuxième phase de déménagement un petit peu plus tard dans les années. Ça a commencé à 69. Donc, de 69 à 73, il y a eu une deuxième phase de déménagement. Donc, cette deuxième phase-là comprenait, on voulait finir de déménager le quartier Saint-Maurice. On voulait aussi déménager le quartier Saint-Michel, le quartier Mitchell, excusez-moi, pas Saint-Michel, qui se retrouvait isolé aussi des gens parce qu'on avait fermé la rue Johnson qui reliait Saint-Maurice et le quartier Mitchell. Et on voulait aussi déménager la rue Smith qui se trouve juste derrière nous ici. Par contre, faute d'argent, on a juste été capable de déménager le reste du quartier Saint-Maurice, soit 407 maisons. Le quartier Mitchell est demeuré et encore là aujourd'hui à l'emplacement d'origine. Et la rue Smith, c'est finalement la ville de Thetford qui a pris le relais, qui a offert aux propriétaires des maisons là, de se faire déménager à un nouvel emplacement. Il y a certaines maisons qui ont été détruites, ce qui fait qu'il reste seulement quelques maisons dans le haut de la rue. Et ça, c'est dommage un petit peu qu'on ait détruit cette rue-là parce que c'était vraiment l'image, l'icône de la ville à l'extérieur. Les gens connaissaient la rue Smith parce qu'elle était particulièrement située entre deux haldes minières, donc elle était vraiment envahie par les haldes. Donc c'était l'image, c'était cette image-là qui était véhiculée à l'extérieur pour la ville de Thetford. Donc on a perdu cette image-là malheureusement, ou en tout cas au moins la partie la plus représentative de cette rue-là qui est disparue aujourd'hui. Alors, c'est en gros là, pour ce qui est des déménagements de la ville, mais je peux vous parler aussi, le pont qui a été fait sur la rue Cahouette, c'est en 1917 qui a été fait. C'est pour que la mine Bell puisse transporter ses résidus. Alors, la mine Bell est juste derrière, ici à côté, et les résidus sont tous ceux qui sont près du musée. Donc, ils ont certains parcours à faire avant d'arriver à destination, si on veut. Donc, ils ont fait un pont par-dessus la rue Cahouette. Et ce qui est intéressant à propos de ce pont-là, c'est qu'ils ont utilisé les structures d'acier du premier pont de Québec qui s'était effondré. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la ville de Québec. Le pont s'est effondré 2 fois avant qu'il puisse se faire au complet. Donc, la première fois que le pont s'est effondré, on a récupéré les structures d'acier pour construire le pont au-dessus de la rue Cahouette ici. Donc, c'est une petite anecdote à propos de notre histoire. Il y a aussi la rivière Bécancour qui passe juste derrière ici. La rivière Bécancour, c'est une rivière qui fait 125 km au total et elle coule à travers les cantons de Leeds, Thetford, tout ça pour venir se jeter dans le fleuve Saint-Laurent à côté de la ville de Bécancour. Alors, on est arrêté ici pour interpréter la mine Bell qui est juste derrière vous. Donc, on voit que la rue Notre-Dame s'arrête sur le terrain de la mine Bell. Donc, c'est la continuité de la rue, si on veut. Donc, la mine Bell, c'est une mine qui a ouvert en 1888 et elle a fermé en 2008. Donc, elle a eu 130 ans d'opération. C'est un record de longévité pour les mines d'amiante au Canada. Donc, ça fait très, très longtemps. Elle a fonctionné durant très, très longtemps. Au départ, c'était une opération à ciel ouvert. Et ensuite, elle s'est concentrée davantage... les exploitations, l'extraction, en fait, s'est concentrée souterraine, si on veut. Et toutes les mines souterraines ont commencé comme ça. Au départ, c'était à ciel ouvert. Puis, on a commencé à tester une technique d'extraction souterraine qui s'appelait les glory holes. Mais ce n'était pas des vraies méthodes d'extraction souterraine. Donc, on a commencé vraiment en
Alors, j'ai pas l'année exacte là, de quand on a commencé souterrain, mais ça a été quand même assez long là, pour la mine Bell. Souvent, j'ai entendu des gens qui me posaient des questions au musée, à savoir est-ce que c'est vrai que les tunnels de la Belle s'en vont jusqu'au musée, tout ça. Alors, c'est une croyance populaire, mais c'est pas vrai du tout. En fait, les tunnels de la Belle ne sortent pas du périmètre de la mine. Donc, on voit la clôture, là. Les tunnels sous terre ne dépassent pas ces clôtures-là. Ils vont par contre aller jusqu'à 1900 pieds de profond. Le concasseur, en fait, quand les opérations ont terminé en 2008, le concasseur était au niveau 1900 pieds et l'exploitation était au niveau 1750 pieds. Donc, on cassait la roche et on l'envoyait par gravité dans le concasseur. Et de là, ça repartait à la surface pour aller au séchoir, là, pour sécher le minerai avant d'extraire l'amiante à l'intérieur de ce minerai-là. Donc, c'est une mine qui était quand même assez profonde, qui a fonctionné durant très, très longtemps. Vous remarquez qu'il y a 2 chevalements sur la mine. Bien, en fait, d'ici, on voit l'ancien chevalement. Et l'autre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, il ressemble davantage à une tour de contrôle d'aéroport. Ça, c'est le nouveau chevalement qui a été utilisé jusqu'à la fin. Mais celui-là, c'était le premier chevalement. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que le chevalement, c'est des poutres d'acier. Au début, c'était de bois, mais à la fin, d'acier. Et ça, c'est fait pour supporter une énorme poulie. Et dans la poulie, il y a un câble d'acier qui passe, qui vient dans un autre bâtiment. C'est le bâtiment des Treuils. Donc, on voit juste devant le chevalement, on voit qu'il y a un bâtiment. Donc, les treuils sont dans ce bâtiment-là. Donc, le treuil va faire enrouler le câble d'acier qui, lui, passe dans la poulie. Et sous le chevalement, c'est là que le tunnel principal est. Donc, le trou principal. Ce qui fait que on a la poulie dans laquelle il y a un câble d'acier qui va passer dans le chevalement et ensuite, ça descend dans le fond. Et là, il y a 2 ascenseurs, en fait, qui sont reliés. Un ascenseur pour les mineurs et un ascenseur pour le minerai. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Vous allez voir, à la mine King, c'est le même principe aussi. Donc, c'est là qu'on se dirige. 1876, on découvre les premières roches d'amiante. On les fait analyser. 1877, il y a les premiers travaux qui se font. Puis quand on parle de cœur des premières mines, 3 mines vont partir. La Boston Asbestos Peking, la Johnson et la King. C'est pour ça que cet ensemble-là est intéressant à analyser. Puis vous avez pu suivre les déchets que cette mine-là a fait en vous en venant, les déchets de la King, alors que la Belle était de l'autre côté, puis ça façonnait un peu notre paysage ici. Donc, 1878, il y a un premier... une 50aine de tonnes d'amiante qui est expédiée vers les marchés. Puis 1878, c'est vraiment une opération de plus grande échelle avec ces 3 premières mines-là. Dans ce bâtiment-là, donc, on aura l'accueil touristique avec des sanitaires qui seront construits sur le côté, là, à l'extérieur, pour relier vers le chevalement. Mais on va faire aussi l'interprétation, bien sûr, de la forge et également de la préparation avant la descente dans la mine. Donc, tout ce qui est vestiaire, les salles des pendus qui sont représentées pour mettre son casque, les lampes, etc. Donc, il y a plusieurs choses qu'il y a à faire avant de descendre dans une mine. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, le circuit qu'on a prévu, ça sera de passer dans le 2e bâtiment, on va le voir tout à l'heure rapidement, donc, qui est la salle des Treuils. Donc, ce bâtiment-là, il est encore avec ses treuils d'origine, enfin qui ont fonctionné. Donc, c'est des machines qui sont en parfait fonctionnement et qui permettaient d'avoir le câble qui faisait descendre les ascenseurs dans la mine. Donc, il y avait deux systèmes de câbles et de poulies pour descendre la cage des hommes et puis la cage du matériel. Donc ce bâtiment-là va être mis en valeur également par rapport aux techniques de tout ce qui est des paliers, des signaux de sécurité, etc. Donc c'est un bâtiment qui est très intéressant, mais donc on n'a pas accès aujourd'hui, mais qui sera mis en valeur et on fera l'interprétation de tout ce système-là de puits, des signaux, etc. Ça, c'est l'aménagement général. Il y a aussi un bâtiment ici qu'on a symbolisé, qui est le bâtiment des Gobeuses, qui va être déplacé depuis la mine Belle. Donc, on n'arrive pas vraiment à le voir, je pense, de la route, mais c'est un bâtiment où était concassée à la main la roche
pour extraire de la fibre. Et donc ça, c'est un bâtiment qui a une charge historique donc très intéressante et qui manque ici sur le terrain parce que les bâtiments ont été détruits. Donc on a toute cette partie-là qui sera présentée. Donc ça, c'est encore un déménagement. On va continuer dans la lancée de Tête Forte, donc pour déménager le bâtiment des Gobeuses pour mettre là. Dans le projet, c'est d'avoir une petite navette qui va permettre de le faire donc, plus facilement pendant les mois d'ouverture à l'été et qui va permettre aussi de passer, donc là on est passé par ici, mais de passer de l'autre côté des Halles et aller passer dans le Saint-Maurice, dans l'ancien Saint-Maurice. Ce sera un beau projet pour pouvoir interpréter un peu différemment. Donc quand le projet sera mis en place, on aura encore d'autres raisons de se revoir. Donc on a ici les treuils, on voit ils sont, ça c'est pas des très bonnes photos mais ils sont en très bon état, ils sont encore huilés, les personnes de la mine m'ont dit mais on les démarre, ils fonctionnent. Il y a les treuils ici, donc c'est les poulies des treuils donc, qui arrivaient tout en haut du chevalement. Qui sont encore en place, il y en a une section qui est en place, la deuxième a été démontée quand ils ont descendu le câble. Et donc, on compte faire une passerelle d'observation, en fait, une baie vitrée d'observation pour pouvoir profiter du paysage. Donc là, on a 2 photos vous allez voir tout à l'heure, les photos du paysage. C'est magnifique, on voit vraiment toute la région. Et donc, l'ascenseur qui va nous permettre de monter en haut, il y aura une descente. Petite parce qu'en fait le puits a été inondé donc on n'a plus la possibilité d'accéder vraiment à des niveaux souterrains mais par contre on aura une mise en valeur du puits avec des effets lumineux donc vous aurez une vue merveilleuse qu'aucun mineur n'a jamais vécu d'avoir sous vos pieds le vide de la descente donc c'est quelque chose qui va être assez impressionnant donc on a bon espoir que ça se réalise. Là, ça sera une belle façon d'interpréter. Mais puisqu'on descend, autant aller sous terre. Donc les vraies galeries sont plus accessibles par des raisons de sécurité. Mais on va reconstituer des galeries. Et du coup, on va en profiter pour pouvoir faire l'évolution des galeries. Donc là, à partir du chevalement, donc là, ici, on est dans le bâtiment de la forge, le bâtiment des treuils ici, le chevalement ici. On va créer un tunnel qui va nous amener à une galerie où on va pouvoir présenter des objets de plus grosse taille. Hein. Et sur le sentier, donc, on va faire un parcours historique de la forme des galeries, donc de l'évolution, pardon, c'est dans ce sens-là, de l'évolution des galeries, donc à partir des galeries carrées en bois, à celles carrées en acier et à celles en arc. On a pensé que ça pourrait être intéressant de projeter sur le chevalement des images historiques de l'histoire de la région. Donc en fait, le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on déplacerait, le bâtiment des Gobeuses, c'est sûr qu'il y a 2 étages. Donc il y a un étage où on peut faire l'interprétation et l'autre où ça pourrait être un local technique pour projeter sur le chevalement, donc à l'extérieur, parce qu'on va pouvoir faire un amphithéâtre pour que les personnes puissent assister au spectacle tranquillement installées dans des chaises sur des pentes. Donc on aura une projection extérieure. Alors, on a fait une belle tournée pédestre à partir du musée pour se rendre jusqu'ici au centre-ville, sur l'ancien site de la mine King, qui était une mine souterraine. Et on espère que vous avez apprécié de découvrir toutes ces informations-là qui sont liées à l'histoire de la ville de Thetford Mines et aux gens qui y ont habité, qui l'ont construit aussi. Et on espère aussi que ça vous aura donné le goût de venir visiter le site de la mine King une fois qu'il sera réaménagé et remis en valeur pour l'interprétation. Alors, on souhaite vraiment que ce projet-là se réalise et avec l'appui de la population, mais c'est toujours plus facile. Alors, et en même temps, bien, on a profité de l'occasion pour dire à la Terre qu'on l'aime. C'était notre façon à nous de souligner le jour de la Terre, le fait de marcher comme ça pour démontrer aux gens que finalement, c'est pas très loin de partir du musée, en fait, de cette section-là de la ville pour se rendre jusqu'au centre-ville ici. C'est pas très long à faire. Et en plus, on peut y voir plein de belles choses et apprendre plein de choses aussi sur notre histoire. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'est Mme Legoué-Carmel qui a fait l'interprétation aussi avec vous et M. François Cinq-Mars le souhaite également que vous avez apprécié cette émission. Et moi aussi, je le souhaite ardemment. Alors, c'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.